impressionnant, très impressionnant. On a beau être un nombre de concurrents important, on arrive à s'y retrouver tout seul. Ça devient un petit peu angoissant. Passionnés de tout terrain, deux garagistes landais, André et Michka Koro, viennent de gagner un invraisemblable pari, celui d'amener à la victoire par équipe le team Koro-Aquitaine. Aquitaine parce que les véhicules qui le composent ont tous été conçus ou préparés dans les Landes, à la benne, dans leur garage. Michka est carrossier, André mécanicien. Nous voilà aux vérifications techniques, un des moments les plus angoissants au départ du Dakar. On essaye d'expliquer aux commissaires techniques ce qu'on a voulu faire sur les voitures, parce qu'il y a toujours des petites remarques faites par ces commissaires au sujet des protections de canalisation de frein ou de canalisation d'essence qui ne sont pas assez protégées pour les projections de pierre. Si jamais c'est pas conforme et tout, on essaye de compléter les préparations là à la minute. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Regrettant le manque d'informations sur le véritable Dakar, à l'intérieur de la course, c'est avec enthousiasme qu'André Koro a accepté l'idée de ce reportage, n'hésitant pas à transformer et même à alourdir son véhicule d'assistance pour emmener à son bord un caméraman. Ces images prises lors du prologue à Cergy sont les premières jamais enregistrées dans une voiture de compétition durant un Dakar. La caméra restera en course jusqu'à l'arrivée. Elle permettra ainsi de mieux nous rendre compte de la difficulté, aidée en cela par quelques explications d'André Koro, pilote du FJ45, un 6 roues de sa conception et que vous voyez en action. Un prologue boueux à souhait destiné à établir une hiérarchie en fonction de la puissance. Le but est de diminuer le danger dû à la poussière sur les pistes algériennes, les plus rapides partant devant. On va déjà commencer donc à regarder un petit peu la mécanique pour voir si rien que sur une spéciale comme ça, on n'a pas oublié de serrer quelque chose. On a tellement chargé la voiture de boue que le nettoyage est vraiment indispensable. Après la toilette, retour à Versailles, où les voitures sont exposées au public jusqu'au départ. Et le 1er janvier, le jour à peine levé, chacun effectue les ultimes rangements en attendant de prendre la route dans l'ordre des numéros de course et toutes les 30 secondes. Déjà, certains concurrents ont pris des pénalités à cause du monde qu'il y avait sur la route. Et il y a donc déjà des gens qui partiront de cet endroit-là avec un handicap important, puisqu'il y en a qui ont réussi à prendre 1 heure, 2 heures, même voire plus, avec les pannes qu'ils ont eues sur le circuit. C'est donc déjà, avant de partir, un gros handicap. Mitsubishi toujours 324, celui de Vidal et Cerveau. La foule, en effet, est innombrable et très enthousiaste. Et il en est ainsi jusqu'à 7 tout au long des 1076 km de cette première étape. Le spectateur, très gentiment, nous a indiqué un petit raccourci pour éviter un bouchon. Et voilà le résultat du petit raccourci. Alors ça commençait pas très bien.
Au contrôle de passage, c'est du délire. Les nouveautés y ont beaucoup de succès, notamment la dernière née des frères Corot, surnommée la Godasse, en raison de son profil. C'est une base de FJ45. C'est un 4 litres 2 qui normalement développe 155 chevaux. On a décidé de monter sur ce moteur un compresseur volumétrique qui pousse la puissance à 220 chevaux. C'est donc une voiture capable d'atteindre très rapidement 170 km/h en pointe et qui, avec la forme de carrosserie qu'on lui a donnée, est mieux profilée quand même que le profil du pick-up. La voiture doit faire 1400 kg, un peu plus de 1400 kg par rapport à un véhicule de 2 tonnes à l'origine. Châteauroux, Limoges, Toulouse, Carcassonne, la RN20 n'en finit plus. Et impossible de la quitter en raison des contrôles de passage. De nuit comme de jour, la circulation est intense, les conditions météo étant favorables cette année. Pour pointer à 7 dans le temps imparti, il faut donc éviter de s'arrêter et rester très vigilant. En outre, mieux vaut rouler en équipe. Cela, par exemple, a permis de sauver Jean Boucher en panne de batterie en pleine nuit du côté de Montauban. À noter que 45 concurrents ont ainsi disparu entre Paris et Sète. Sète que l'on atteint enfin vers le milieu de la nuit. Dès lors, fini la frime, bonjour la fatigue. Première formalité de police et douanière, première attente interminable. Après 15 heures de route, il faut en moyenne compter 8 heures d'attente pour embarquer son véhicule qu'il n'est pas question d'abandonner sur le quai, sous peine de le voir y rester. Alors, chacun sommeille dans son baquet. Sur le bateau, la récupération aura été pénible cette année, en raison de l'état de la mer. Quant à ceux qui ont traversé par avion, ils ont été contraints à de longues heures d'attente de l'autre côté, sur les quais d'Alger, la tempête ayant retardé les bateaux. Tiens, un nouveau venu sur le Dakar, Henri Pescarolo, au volant d'un Land Rover. Au fait, à partir de maintenant, professionnel ou amateur, vedette ou inconnu, tout le monde est logé à la même enseigne, à tout point de vue, et ça, c'est un des bons côtés du Dakar. Mais revenons à notre équipe. Voici les deux voitures de pointe, l'une confiée à Pierre Fougerousse et Daniel Jacquemart, l'autre à Jean-Jacques Raté et Nanouk de Belavre, une navigatrice de premier plan. Préparée à la demande de Toyota France, ce sont deux FJ60 façon Corot, coque raccourcie et en Kevlar, moteur équipé d'un compresseur volumétrique, portant la puissance à 220 chevaux, vitesse de pointe 180 km/h, poids 1500 kg. Là, ce sont des prototypes maintenant qui ont 3 ans d'âge. C'est à base de Mercedes, ce sont des 280 GE châssis long. Voiture d'assistance, prototype aussi. C'est un véhicule sur lequel on a rajouté un essieu porteur. Nous sommes à 3 dedans, dont Raymond Poitou qui fait le film sur notre équipe. Nous voici donc enfin en Afrique. Le rallye, comme chaque année, suscite un très vif intérêt auprès de la population qui vient admirative photographier ces engins plus ou moins bizarres qui vont traverser le désert, comme on dit dans le jargon, à fond la caisse. En attendant, chacun essaie de se forger un moral. L'heure tourne et les 850 km qui nous séparent de Ouargla devront être couverts de nuit. Et comme Radio Rallye a eu le temps de fonctionner, comprenez le bouche à oreille, véhiculant toutes sortes d'informations plus fantaisistes les unes que les autres, ce n'est pas sans appréhension que le départ est enfin donné avec plus d'une demi-journée de retard. Appréhension parce qu'il faut traverser la Chifa, 1400 mètres d'altitude que l'on dit couverte de neige. En fait, il n'en reste que par plaque et finalement chacun peut se décontracter au fil des kilomètres. Sur les longues lignes droites, non balisées et balayées par un vent glacial de travers, les pilotes s'imprègnent de leur mécanique, testant sa puissance jusqu'à la délectation et libérant enfin cette boule qui leur nouait les nerfs depuis quelques jours. Comme le temps de sommeil s'annonce réduit, mieux vaut prendre ses précautions et faire le plein avant la ville étape. À la pompe, la file d'attente risque d'y être impressionnante. Les 1000 km d'autonomie dont disposent nos voitures nous permettent en effet de rejoindre le bivouac sans difficulté, tout en assurant l'étape du lendemain, relativement courte, 500 km. Ouargla,
3 heures du matin, le temps de vérifier les niveaux et chacun se glisse dans son duvet pour une première bonne nuit à la Belle Étoile. Bonne, mais courte, surtout pour ceux qui ont eu de la mécanique à faire. À 7 heures, en effet, tout le monde se retrouvera devant les 2 camions de ravitaillement pour le petit déjeuner. Thé, café, chocolat, pain, beurre, confiture, miel, bref, de quoi satisfaire les plus difficiles. Le tout est de ne pas être pressé, car là, comme ailleurs, il faut attendre son tour. Au fil des jours, l'attente sera d'ailleurs de moins en moins longue, compte tenu des abandons. Le froid est glacial, et cela ne s'améliorera pas de sitôt, d'autant que la plupart des briefings quotidiens commenceront avant le lever du soleil. Or, mieux vaut être à l'heure pour écouter la parole de Dieu, comprenez Thierry Sabine, qui chaque matin annonce les principales difficultés du parcours. Nombreux d'ailleurs sont ceux qui enregistrent le briefing pour être sûrs de ne rien oublier, une erreur pouvant se transformer en catastrophe. À l'heure aussi pour récupérer sa ration de survie, seule nourriture de la journée, avant de retrouver les camions le soir à l'étape. À noter que quelle que soit l'heure d'arrivée, on est certain de trouver un repas chaud durant toute la nuit. 8 heures du matin, les choses se précisent. À partir de maintenant, va commencer la véritable aventure. Quoi qu'il arrive, chacun sera confronté au même adversaire, le chronomètre. De minute en minute, et dans l'ordre du classement établi lors du prologue, tous les concurrents sont livrés à eux-mêmes, les motards d'abord, les voitures ensuite. Parmi les premiers à partir, Bruno de Montaigu avec son proto Mercedes 500 8 cylindres. Le Landais, éternel malchanceux, aura des ennuis avec sa boîte automatique d'abord. Avec son démarreur ensuite, il devra abandonner quelque part dans le camion. Pour les voitures, cette première spéciale algérienne sera un véritable test. Elles sont équipées de capteurs de température fournis par la SEP et qui nous indiquent la température de tous les organes mécaniques, c'est-à-dire aussi bien du moteur, des ponts, boîte et transfert. Quand on prend quelque chose successif dans la voiture, on a toujours peur de crever un carter.